Une île au large de l'espoir, où les hommes n'auraient pas peur. L'île rêvée et chantée par Jacques Brel est peut-être une réalité à notre époque, pourtant trouble et agitée. Une île tropicale, paradisiaque, où les habitants semblent vivre harmonieusement, en paix, les uns avec les autres. Une île où chacun respecte la culture de ses voisins, où les fêtes religieuses et culturelles sont l'occasion de partage et de communion. Cette île, sur le territoire français, en plein océan Indien, c'est l'île de la Réunion, la bien nommée. Ses habitants auraient-ils trouvé le secret de l'harmonie que nous cherchons tous ? Il y a 3 millions d'années, c'est-à-dire hier à l'échelle des temps géologiques, un volcan sous-marin crève le plateau océanique par 4000 mètres de fond. Il jaillit hors des eaux et part chatouiller les nuages. Ainsi se forme l'île de la Réunion, une terre jeune, née du soufre et de la furie des éléments. L'île est constituée de 2 volcans, le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise. Pour gravir le Piton de la Fournaise, le volcan le plus actif de la Réunion, il n'y a pas le choix. Il faut se lever tôt et enchaîner les innombrables lacets de la route. Soudain, on change de monde. Les vertes plaines d'altitude laissent place à un univers minéral. La plaine des sables marque l'entrée dans le royaume du volcan. 3 randonneurs s'apprêtent à se lancer à l'assaut du volcan. Thierry, arrivé récemment à La Réunion, travaille dans un lycée de Saint-Pierre. Xavier, consultant web, est arrivé de métropole il y a 10 ans et il parcourt souvent au pas de course les sentiers réunionnais. Rudy, lui, est guide, né sur les flancs du volcan, dont il connaît bien les trésors et les dangers. Ça nous sert vraiment sur les éruptions comme équipement de protection individuelle, mais on n'en aura pas du tout besoin aujourd'hui. Ça, c'est vraiment pour approcher les éruptions. S'il y a des émanations de gaz un petit peu trop fortes, on préfère respirer là-dedans que respirer les émanations. Le volcan, c'est le premier lieu, enfin le lieu le plus fréquenté par les touristes. C'est plus de 100 000 personnes qui passent par ici chaque année. Oui, c'est effectivement le spot, on va dire, de randonnée à La Réunion. C'est un lieu incontournable. Et puis surtout, sur les 100 000 qui viennent ici au Pas de Bellecombe, il y en a à peu près 75 000 qui font l'ascension à l'année. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on va le faire d'une façon un peu particulière parce qu'on va faire la vraie ascension du Piton de la Fournaise. On va monter au vrai sommet afin de rentrer un petit peu dans ce cratère Bory pour aller voir le gros cratère de Lomieux. Tout droit ? On va monter tout droit dans la pente. Allons ? Allons ! Ça va être une belle découverte pour moi. Comme ça sera la première fois que je monterai au volcan. Ah, c'est la première fois que c'est la première fois que je monte là. Donc en plus une météo exceptionnelle. Ah bah, c'est... On va se régaler là. Voilà, du coup, là, on est sur le Pas de Bellecombe. On est sur le 3e effondrement du massif de la Fournaise. Le premier, c'est la rivière des Remparts, à peu près 300 000 ans. Ça s'est effondré. Le massif s'est reconstruit et il s'est effondré une nouvelle fois au niveau du Pas des Sables, 65 000 ans. Et puis là, on est sur le 3e effondrement de la Fournaise. Donc ça fait partie du dynamisme d'évolution d'un volcan comme la Fournaise. On y est. Et ça va ? On peut descendre ? On peut descendre. L'enclos est ouvert. Parce que quand c'est fermé, on a la grille, on a la chaîne autour. Et du coup, cette grille est fermée. Là, l'enclos est ouvert, donc il n'y a pas d'arrêté préfectoral. On peut y aller. Ok. Allez, à la découverte du volcan. On a le petit cratère Formica qui est juste ici. Et on voit le Piton de la Fournaise juste au-dessus. Avant de monter en haut du volcan, il faut d'abord descendre. Le groupe entame une longue descente dans l'enclos, l'immense cratère principal d'une vingtaine de kilomètres de diamètre, délimité par des remparts naturels.
2500 mètres plus bas, là où les coulées de lave ont fait bouillir l'océan en 2005, la végétation lutte pour reprendre du terrain au minéral. On va aller trouver une entrée qui est à peu près à 800 mètres d'ici. Et voilà, il n'y a pas de balisage, il n'y a pas de sentier proprement dit. Ici, un autre groupe de randonneurs s'apprête à vivre une aventure hors du commun, sous la surveillance de Matteo, guide originaire de La Réunion. Donc voilà, faites attention. Depuis 4 ans, une nouvelle activité touristique est venue s'ajouter à une offre déjà riche. Il s'agit de découvrir le volcan, non plus par le dessus, mais par le dessous. Alors ici, pour la petite histoire, c'est la sortie historique. Les premiers qui ont en fait exploré le réseau, c'était en mai 2005, donc voilà, quelques mois après la fin de l'éruption. Ils sont descendus en fait à peu près à 2 km 500 d'ici, au pied des grandes pentes, en tirant un fil d'Ariane, et ils sont ressortis là. Le groupe guidé par Rudy continue sa progression. Ils sont maintenant au cœur de l'enclos, dans un paysage de lave et de scories. Du coup, là, on est sur le petit cratère qu'on voyait tout à l'heure. On est dans l'enclos. Et ce qu'on voit juste au-dessus de nous, là, c'est ce rempart. Il faut imaginer que le volcan passait au-dessus de nous, là, et qu'il y a 4700 ans, il s'est effondré. Donc il s'est effondré un petit peu plus profond que ce qu'on a aujourd'hui. Donc on voit bien que tout autour, en fait, il y a des laves qui sont arrivées, qui l'ont encerclé, des laves nouvelles. Ces laves datent à peu près de 1860. Là, ce sur quoi on marche, c'est bien ce qu'on appelle de la lave cordée? Oui, c'est ça. Donc des laves lisses, des laves bien liquides. On peut parler aussi de lave hawaïenne. C'est typiquement le type de lave qu'on va retrouver sur Hawaï. Sur la pente, là, les petites coulées noires que tu vois un petit peu partout, c'est des coulées un peu plus récentes. C'est les coulées de 2010. Et du coup, on voit qu'elles se déversent vraiment sur le flanc du volcan, qu'elles remplissent une partie de l'enclos, et ensuite elles prennent la pente et elles descendent vers l'océan. Il n'y a aucune habitation, il n'y a que des coulées de lave. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que derrière nous, on a ce rempart comme un fer à cheval qui protège en fait les populations. Et du côté ouvert du fer à cheval, toutes les coulées de lave se déversent là-bas. On a un volcan à la fois super actif et en même temps très safe. Clairement, pour ma vision que j'ai du volcan, c'est un volcan spectacle. Si on respecte quelques règles d'approche, on est sur un volcan qui est dédié à l'observation. C'est du coton qui va rester à 2000 mètres, mais ça ne va pas monter au-dessus. Le cratère sera dégagé. Aujourd'hui, c'est sûr. Ouais, c'est magnifique ça. Un beau tunnel là. Mais on en a plein sur les pentes du volcan. Dès que ça prend la pente, les côtés refroidissent. Et du coup, tu vas avoir une voûte qui va se former. C'est comme un tuyau. Et finalement, la lave, elle circule à l'intérieur. Et ensuite, une fois que l'éruption s'arrête, la lave s'écoule. Et quand le tuyau se vidange, il te reste ces beaux tunnels. C'est le même principe que les tunnels de lave refroidis en bas? Exactement. Et du coup, on peut les visiter. On va voir dedans ce que ça donne. Allez, c'est par là. La progression dans les boyaux du volcan est difficile. Les murs de lave sont couverts d'arêtes acérées, mais le dépaysement est total. Arthur est le deuxième guide du groupe qui se faufile dans les tunnels de lave. Comme Matteo, il est né au pied d'un volcan, mais à 10 000 km d'ici, en Auvergne. Ces volcans endormis ont fini par le lasser et lui ont donné envie de participer avec Matteo au développement de cette nouvelle activité, l'exploration des tunnels de lave. Il faut imaginer que la profondeur de la rivière, en totalité jusqu'au plafond, on avait de la lave. Du coup, le niveau de lave vient à descendre, il descend, et à un moment donné, on a un niveau qui va stagner à peu près à ce niveau-là. Sauf qu'il faut vraiment se représenter qu'une éruption dans le tunnel, ça peut aller très vite. En fait, on est dans l'extérieur du virage, du coup, on a la lave qui va commencer à prendre la force centrifuge sur l'extérieur, du coup, qui va monter jusqu'à ce niveau, alors que sur la partie intérieure, on voit que c'est beaucoup plus bas. Du coup, on a une déportation tout simplement de la lave sur l'extérieur du virage, ça fait un peu la piste de bobsleigh, quoi. Du coup, on voit sur chaque virage, en fait, ce cheminement qui va osciller progressivement.
Et c'est là où on imagine bien ces vitesses qui peuvent aller entre 50 et 70 km/h à l'intérieur d'un tunnel. Ici, on est dans la salle des racines. Les racines qui traversent, hein, qui longent comme ça le long de la paroi, ceux-là, ce sont des racines de filao. Hein. On a vu les filao tout à l'heure en surface. L'été, ça peut monter jusqu'à 70 degrés. Hein. La roche noire, elle emmagasine beaucoup la chaleur. C'est un hammam. Hein. On est obligé de se pencher des fois pour pouvoir respirer. Voilà, on a pris un peu d'altitude là. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que si on se retourne, regardez, on voit le Piton des Neiges au milieu, le volcan fondateur de l'île, qui est sorti de l'eau il y a à peu près 3 millions d'années, qui s'est effondré en fait en plusieurs phases. Hein. Il y a un peu plus de 400 000 ans. L'effondrement du toit du Piton des Neiges a créé les 3 cirques qui sont disposés en as de trèfle autour. De cette histoire tumultueuse, faite de jaillissements de lave et d'effondrements, sont nés les 3 fameux cirques de la Réunion, Cilaos, Mafat et Salazie. Alors du coup là sur cette carte on voit bien un petit peu la formation de l'île, massif du Piton des Neiges, massif du Piton de la Fournaise. Donc les 2 massifs se sont accolés, hein, donc on voit bien les pentes, et se sont accolés au niveau de la plaine des Cafres. Donc si on tire une ligne entre Saint-Louis et Saint-Benoît, on a la zone d'accollement des 2 massifs. Tu veux dire, il y a eu réunion entre 2 volcans? Il y a eu réunion des 2 volcans, c'est un peu ça, c'est bien dit d'ailleurs. Alors du coup, nous on se trouve ici, au sommet de la Fournaise, dans le cratère Bory actuellement. Et en fait, autour de nous, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'était ce fer à cheval, cette espèce d'enclos qui ceinture le volcan. Donc on imagine qu'au milieu, là, il y a le volcan qui remonte jusqu'à 2631 mètres. Le paysage est exceptionnel. Les coulées semblent former des sculptures. Ici, une lave fluide a formé une rivière de pierre. Une lave visqueuse propose des formes arrondies, organiques. Sous terre, la lave s'est refroidie plus lentement. Les formes et les textures sont étonnantes et nous racontent une histoire violente, brutale. Ici, un tronc d'arbre a été piégé par la lave en fusion, puis s'est consumé. N'hésitez pas, le chocolaté, vous pouvez le toucher. N'hésitez pas à quitter les gants, vous allez voir, c'est quelque chose de lisse. On en reprend une. 1, 2, 3, rougail saucisse. Ça marche mieux que curry poulet. Les randonneurs descendent maintenant à l'intérieur même du cratère sur un inquiétant plancher lézardé. Tu vois, la majorité des fissures qu'on voit au fond du cratère, ce sont des fissures de rétractation. La lave, quand elle refroidit, elle se rétracte, elle perd de son volume. Et du coup, ça fissure, ça fracture. Après, les grosses fissures qu'on va voir là-bas, c'est vraiment des fissures d'inclinaison. C'est-à-dire que le poids du plancher du cratère, qui est dans le vide, hein, est en train de basculer tout doucement. Celle-ci, elle est assez impressionnante. Ouais, un choc de titan là. Waouh! Waouh. Voilà la bête. Ah oui, quand même. Tu sens la puissance de l'île là. Le cratère fait 330 mètres aujourd'hui. Pour te donner une idée de grandeur, hein, tu peux mettre la tour Eiffel au milieu. Elle ne dépasserait pas les bords hein, du cratère. Juste au bord du cratère actif, une porte semble s'ouvrir sur les entrailles de notre Terre. Cette corniche, en fait, c'était le fond du cratère avant l'effondrement de 2007. Donc on avait une petite centaine de mètres à descendre pour pouvoir rentrer dans le cratère. Donc on pouvait accéder au fond du cratère avant. Et en fait, ça s'est vidangé en dessous, une grosse poche de lave, une grosse chambre magmatique qui va se vidanger. Le plancher va peser sur cette partie vidée et ça va se finir par s'effondrer. Donc ça gonfle, ça dégonfle, voilà. Ça monte, ça redescend, ça respire. Remonte. On peut dire que ça respire, ouais. Donc c'est vivant?
Ah, c'est complètement vivant. L'exploration enchantée des tunnels continue. Et chacun est conscient d'avoir une chance exceptionnelle de visiter le cœur d'un volcan actif. Un milieu éphémère. Les tunnels pourraient se boucher à la prochaine éruption importante. Les effondrements, on en a eu quelques-uns après l'éruption. Dû tout simplement à quand la lave va se refroidir, comme toute matière chaude, elle vient se rétracter. En se rétractant, ça crée les fissures que tu as au plafond, les fissures que tu as au sol. À un moment des fissures qui se croisent, boum, ça s'effondre. Du moment où le tunnel est complètement refroidi, on considère qu'il s'est stabilisé. Sur la partie basse, honnêtement, même si on avait une éruption aujourd'hui, vous ne serez même pas au courant et ça ne bougera pas ici. Arthur propose aux plus aventureux de tenter de passer par une chatière, un boyau d'à peine 50 cm de hauteur. Claustrophobe, s'abstenir. Ce que je vous conseille, c'est t-shirt dans le pantalon, pour commencer. L'idée, c'est d'aller tout doucement. Plus vous allez essayer d'avancer vite, plus ça va être un carnage. Donc il faut essayer de créer une petite vague, avancer centimètre par centimètre. Ça va accrocher, vous allez sentir le contact dans le dos, sentir le contact sur la poitrine, il faut avancer tout doucement. En sachant que c'est pas complètement lisse, hein. On est dans du basalte. Hein. Pour baisser le niveau de ta cage thoracique, il faut essayer de mettre un bras devant, un bras derrière. Ça passe, hein, mais il faut vraiment poser le cerveau là du coup. Il faut véritablement faire corps avec le volcan et dominer ses peurs. C'est un endroit qui est hors du temps ici, hein. Et on a des vibrations assez incroyables. En tant que créole, c'est vrai que c'est quelque chose au départ qui est plutôt fascinant, mais aussi effrayant, hein. Les anciens avaient beaucoup peur, hein, du volcan. Il y a beaucoup de légendes qui se créent autour de ça. À La Réunion, c'est par exemple la légende de Grand-Mère Cale, qui est en fait une sorcière, hein, ici à La Réunion et qui vit dans les entrailles du volcan. Alors, cette nouvelle naissance, ça s'est bien passé? Ouais, c'est sympa. À l'échelle humaine, on ne représente rien par rapport au cratère. La randonnée s'achève à regret par le chemin de crête du cratère principal. Il va falloir quitter cet univers fascinant où l'homme n'est qu'un invité de passage. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez eu vraiment beaucoup de chance parce que ça fait 3 mois qu'on a beaucoup de pluie sur le volcan. Le massif, il est gorgé d'eau, hein, clairement. Si on voit de la vapeur d'eau ici, c'est pas pour rien. On a eu vraiment des conditions exceptionnelles, hein, au niveau météo. Ça permet de voir le vrai piton de la fournaise et puis sous son meilleur jour. Alors du coup, Xavier, content? Ça te fait quoi d'être ici? C'est magique, regarde. Il y a toutes les couleurs minérales. Derrière, le bleu de la mer qui claque. Nous, on est tout petits, un peu comme ce morceau de lave qui a été vitrifié. On se sent petit. Dans sa vie, j'ai trouvé quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. Et on sent bien là, que le rocher, il est compact, qu'il y a quand même une histoire, une vie entre la mer, la terre, le concassement des roches et cette poussée vers le haut, hein, avec cette chaleur-là. C'est vrai que ça évoque des choses parce que c'est au milieu de l'océan, c'est le combat entre le volcan et l'océan. Même si j'ai grandi au pied, même si je le vois souvent, c'est toujours une découverte finalement. Ah, le site, il n'y a pas un bruit. Il est grandiose. La Réunion est un volcan planté dans l'océan Indien entre l'Afrique et l'Asie. Comme beaucoup d'Iliens, les Réunionnais semblent porter un regard méfiant sur l'océan. C'est de là que sont arrivés leurs ancêtres, dans des circonstances douloureuses. C'est de l'océan que les hordes ennemies arrivaient. Aussi, les actions de sensibilisation destinées aux scolaires sont importantes pour que la jeune génération se tourne vers un océan plein de trésors. Un des trésors maritimes réunionnais se trouve sur la côte nord-ouest de l'île. Une barrière de corail délimite un paisible lagon. Les fonds ne dépassent pas 2 mètres. Faune et flore s'épanouissent dans cet environnement protégé. Un groupe de scolaires venus des hauts de l'île va parcourir le sentier sous-marin qui permet de découvrir le lagon. Ok, super. Eh ben, bienvenue à tous. Je m'appelle Julie, je suis monitrice de plongée et c'est moi qui vais donc vous guider sur le sentier sous-marin.
Cette magnifique plage de sable blanc est constituée des fragments de coraux pilés par les vagues. Mais la présence humaine vient rompre le fragile équilibre de ce lieu enchanteur. Est-ce qu'à votre avis, sur cette plage, on est dans une situation d'équilibre? Si vous regardez par exemple les racines des philao qui sont là, elles sont comment? Hors du sol. Hors du sol. Et oui, ils ont été plantés comme ça, vous pensez? Non. Ben non. Ces racines qui sortent du sol, c'est le signe de l'érosion. Donc l'érosion, au départ, c'est un phénomène naturel, mais qui est aggravé par les activités humaines. Ici, à l'Ermitage, on est dans une situation de déséquilibre, où on voit notre plage devenir de plus en plus petite. Les jeunes plongeurs découvrent un écosystème complexe, où poissons et coraux vivent en harmonie, s'échangeant protections et nutriments. Cet écosystème est fragile. Par endroits, le corail est blanchi, signe qu'il est en mauvaise santé. Ce qui nous permet d'aborder ensemble les causes de dégradation des récifs coralliens. La première, c'est le réchauffement climatique qui entraîne un réchauffement des eaux de surface des océans. Les coraux ayant besoin d'eau pas trop chaude pour grandir. On devine que plus l'eau va réchauffer et plus les coraux devront faire preuve de résilience pour s'adapter. Ensuite, de façon plus locale, bien sûr, nous on a les cyclones, les tempêtes, les grosses vagues qui vont casser les coraux et également les activités humaines, les pales, les paquets, les paddles, les jet skis. Donc pour pouvoir faire nos activités dans le lagon sans abîmer les coraux, l'idée c'est de faire ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est-à-dire de contourner le récif au lieu de passer par-dessus. Donc en retournant vers la plage, vous allez voir qu'après quelques coups de palme, on va arriver au-dessus d'un herbier. Donc un herbier, c'est une prairie sous-marine. C'est avec des plantes marines, des phanérogames, qui vont abriter un tas d'animaux, principalement herbivores. C'est un endroit qui sert aussi de garde-manger aux tortues marines, qu'on verra de temps en temps entrer dans le lagon et venir brouter sur ces prairies-là. Le lagon est une véritable nurserie à l'écart des hauts fonds parcourus par les courants et les grands prédateurs. Les jeunes plongeurs partagent un fabuleux voyage sous-marin. On essaye de leur transmettre cette notion de partage et de transmission, effectivement, d'une génération à l'autre, cette capacité à se projeter un peu plus loin que l'instant d'aujourd'hui pour pouvoir transmettre un patrimoine qui, effectivement, est rare et précieux. Au-delà de la barrière de corail, les fonds descendent très vite le long de la partie sous-marine du volcan. La Réunion est plantée en haute mer, à près de 2000 km des côtes africaines, en plein sur les itinéraires de migration des mammifères marins. Là aussi, la situation exceptionnelle de l'île permet de vivre des expériences uniques. Ils sont avec le Ladilapé ou ils sont avec le Grand Bleu? Manu est arrivé de métropole il y a 10 ans pour vivre pleinement sa passion, l'étude des mammifères marins. Moniteur de plongée professionnel, il a développé une philosophie d'approche très particulière. On va essayer d'éviter d'imposer notre présence, essayer d'être vraiment très passif dans l'eau et de ne pas faire de splash. Souvent, dans le monde entier, les isolos se font avec des gens qui se jettent du bateau et qui courent après les animaux. Nous, à La Réunion, on essaye de faire autrement, de faire quelque chose de plus tranquille. Manu travaille avec des scientifiques comme Laurent. Il fait partie de l'ONG Globis, qui vise à la préservation de la biodiversité autour de l'île. Il est là pour apporter son expertise à Manu et l'aider à réduire l'impact de ses sorties sur les mammifères marins. Hop là, petit saut. Regarde ça, hop là, tous groupés.
Les humains et les animaux vont pouvoir se rencontrer, s'examiner en bonne intelligence. Pour Manu, l'humain n'est qu'un invité sous l'eau. Il ne doit pas chercher à tout prix le contact avec les dauphins et les baleines. Il a créé un protocole d'approche précis qui doit être respecté par les touristes venus plonger avec lui. Manu veille à ce que son groupe garde ses distances et reste en observateur. Les touristes viennent de vivre une expérience exceptionnelle qui va les marquer pour toujours. Alors, C'était nombreux. super nombreux, ouais, c'est impressionnant. Sur la côte, les scolaires, les yeux encore remplis des couleurs féeriques des coraux, sont prêts à compléter leur connaissance du lagon. Ils participent à des jeux pédagogiques ou des rencontres avec des biologistes marins. On n'a pas de récif corallien sur la côte est. Vous avez déjà vu vers Saint-Tro, Saint-Philippe. Pourquoi, à votre avis? Trop de ravines. C'est ça, il y a beaucoup de ravines, beaucoup d'eau douce. Et les coraux n'aiment pas l'eau douce. Donc en fait, ils ne peuvent pas se développer sur la partie est de l'île. Au contraire, sur la partie ouest, on a de l'eau qui est claire en fait, parce qu'il y a peu d'apports de rivières. Il y a peu d'apports terrigènes parce qu'il pleut moins aussi dans les hauts. Et donc on a ces eaux limpides et turquoises dans lesquelles les coraux aiment se développer. Le lagon n'est pas seulement un site magnifique, il est surtout un des piliers de l'écosystème réunionnais. Il joue un rôle primordial dans l'équilibre de la biodiversité marine tout autour de l'île. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette grosse sucette là qui est face à nous? Vous voyez cette grosse bouée jaune avec une croix dessus? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est une zone particulière de la réserve marine. Ici on est dans les zones sanctuaires. C'est-à-dire une zone dans laquelle personne n'a le droit d'aller. Ni les baigneurs, ni les pédalos, ni les pêcheurs. À votre avis, à quoi ça sert de mettre une zone sanctuaire où personne n'a le droit d'aller? C'est des coraux qui sont là depuis longtemps et qu'il faut les préserver parce qu'ils sont importants. Oui. Il y a peut-être des poissons en espèce de disparition. Alors, le lagon, il a un rôle particulièrement important, c'est qu'en fait, ça va être la crèche des poissons. C'est-à-dire que les poissons, ils vont naître au large et les jeunes poissons vont venir se protéger dans le lagon dans les premiers temps de leur vie avant d'être suffisamment gros pour repartir derrière la barrière. En fait, la biodiversité, ça veut dire qu'il y a plein d'individus qui sont différents les uns des autres qui vont pouvoir se compléter. Et si dans le système, il y a un individu qui disparaît pour une raison ou pour une autre, par exemple il est surpêché, il est surrécolté dans le cas d'un coquillage, ou alors il meurt tout simplement pour d'autres raisons naturelles, il va y avoir d'autres individus qui vont pouvoir prendre son rôle, prendre sa place dans l'écosystème et continuer à assurer l'équilibre de l'écosystème. Et ça se passe un petit peu comme ça dans la société humaine, où on va avoir des individus très divers, chacun va avoir ses compétences, chacun va avoir ses connaissances, et tous ensemble, en fait, on va pouvoir mettre nos connaissances pour pouvoir réussir à vivre ensemble, vivre mieux ensemble et avoir un écosystème équilibré. Les scolaires vont repartir riches de sensations fortes et de nouvelles connaissances qui vont les aider à être plus attentifs aux richesses naturelles de leur île. Au large, c'est le moment du débriefing entre Manu et Laurent. Les approches de Manu sont-elles suffisamment douces aux yeux d'un ardent défenseur de l'environnement? Quand on fait des mises à l'eau avec les baleines, c'est pareil, on respecte la charte, au moins 100 mètres à la palme. On n'a jamais eu d'incident ou quoi que ce soit avec les baleines. Elles sont toujours passées à proximité, parfois elles sont même assez curieuses. Et ça m'est arrivé de me faire toucher par un baleineau. Une fois, il m'a touché l'épaule. Et après, j'ai tendu la main et il m'a touché le bout de la main. Mais j'étais tout seul dans l'eau et je ne bougeais pas. Donc voilà, est-ce que tu as vu des choses qui ne vont pas dans notre façon de faire et est-ce que tu as des conseils éventuellement à me donner? Peut-être que je prendrais plus mon temps sur les approches. Les longs becs, ils sont très soumis à la pression touristique tous les jours. Et donc du coup, la pression est cumulée, elle augmente. Et c'est un peu tout l'enjeu à La Réunion d'arriver à concilier le souhait des gens d'y aller. Et puis aussi le bien-être des animaux. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de s'inscrire dans quelque chose de durable.
Parfois, il y a quelques personnes qui me disent mais c'est tout, bon bah on a juste un passage de dauphins comme ça, voilà, qui sont déçus. Mais la majeure partie, en fait, ils comprennent notre démarche et ils comprennent que il n'y a pas qu'eux qui vont dans l'eau et que du coup, quand les dauphins passent 2-3 fois devant eux, c'est déjà extraordinairement génial pour eux. C'est important en amont, de bien leur préciser ça, quoi. Qu'il y ait un message clair par rapport à la sortie, c'est-à-dire de dire voilà, c'est un cadeau, donc il ne faudra pas le voler, il faudra juste l'accepter s'il arrive, mais qu'il n'y a rien d'obligatoire. À La Réunion, la nature est puissante et il est encore possible d'y vivre des expériences intenses. L'écosystème réunionnais est unique, par la situation de l'île, mais aussi par sa structure très particulière. Ce qui domine, c'est une forte dénivellation. Entre le niveau de la mer et le plateau volcanique à 2500 mètres d'altitude, les microclimats sont nombreux, favorisant l'éclosion d'une flore très diversifiée. Pour comprendre le fonctionnement de l'écosystème réunionnais, il faut commencer par les hauts plateaux. À 2500 mètres d'altitude, la végétation luxuriante de la Réunion laisse place à une lande balayée par les vents et le crachin. Difficile de croire que l'on est toujours sur une île tropicale. Cette diversité de la flore ravit Marie Lacoste, botaniste. Elle vient partager la passion de Rudy, le guide volcan, et l'aider à mieux comprendre ce milieu qu'il affectionne tant. Alors là, tu vois Marie, on est sur un sol qui a brûlé en 2010. Et du coup, on est sur un sol volcanique. Donc il y a eu un petit incendie, on voit que la bruyère, elle a complètement brûlé, on voit encore des troncs noirs. La curiosité de Rudy est éveillée, car il constate qu'après la remise à zéro due à l'incendie, les espèces végétales propres à la Réunion sont les premières à repartir. Le fait que ce soit majoritairement des espèces réunionnaises qui repoussent, il y a une sorte de résilience, il y a une sorte de... On est ici dans des conditions vraiment très particulières, on a froid, mais il fait humide en même temps. Ce sont des espèces qui se sont vraiment adaptées à des conditions climatiques très très rudes et qui ont donc développé des spécificités, des petites feuilles, des feuilles charnues. Ça leur donne un pouvoir de résilience plus forte que dans des milieux forestiers classiques. La première particularité de l'écosystème réunionnais, c'est le grand nombre de végétaux qui se sont adaptés et ont évolué pour répondre aux spécificités locales. Sur le plateau volcanique, 90% de la flore n'existe qu'à La Réunion, une proportion unique au monde. L'autre particularité majeure de La Réunion, c'est le ravinement. L'eau venue des sommets va parcourir tous les niveaux de l'île jusqu'à la mer. On voit bien que les volcans sont très érodés. Quand on fait le tour de la Réunion, on passe plein de ravines. Est-ce que ça peut créer justement une sorte de contamination? Parce que toutes les ravines à la Réunion se jettent dans le lagon. Dans le lagon ou dans la mer, parce qu'il n'y a pas du lagon tout autour de la Réunion, mais effectivement, il y a des incidents. Tout ce qui se passe sur ce petit caillou de la Réunion a des répercussions sur l'ensemble des étages climatiques qu'on peut avoir. Et tout est extrêmement fragile. On parle de syndrome insulaire. En fait, les espèces sont habituées à avoir chacune une petite place. Elles ne débordent pas sur les autres, elles respectent la niche de chacune. Ouais. Mais effectivement, tout est interconnecté et une petite goutte d'eau là a une répercussion à l'autre bout, oui. Cette eau vive sculpte les flancs de l'île et contribue à ce relief brut si particulier. L'eau vient aussi nourrir les étages inférieurs où la forte humidité et les températures élevées permettent l'existence d'une forêt tropicale luxuriante, comme ici, à Bellouve, dans le cirque de Salazie. Ah, c'est beau ça. C'est un fangeant, une fangeant femelle qui est endémique Réunion et Maurice.
Les espèces indigènes sont les espèces qui sont arrivées avant l'homme. Alors elles sont arrivées avec les courants marins, avec les vents, qu'ils soient cycloniques ou par des animaux. Et puis certaines d'entre elles, mais uniquement certaines d'entre elles, ont évolué génétiquement et sont devenues différentes de leurs cousines qui étaient arrivées. Et donc ces nouvelles espèces qui se sont créées sur un pas de temps très long sont devenues uniques au monde et sont donc devenues endémiques d'un endroit donné. Donc on dit endémique Réunion-Maurice, ça veut dire qu'elles sont communes à La Réunion et à Maurice, et seulement. À une zone géographique bien précise. L'écosystème réunionnais est donc unique. La flore s'est adaptée, a évolué pour donner des espèces qui n'existent qu'ici, des espèces endémiques. Alors du coup, Marie, si je comprends bien, si on fait un parallèle entre la végétation et son implantation et la population qu'on va retrouver à La Réunion, on peut dire qu'il y a une sorte de métaphore, de parallèle très fort entre justement l'implantation des plantes et puis l'arrivée de ces plantes nouvelles avec les populations qui sont venues d'ailleurs aussi, qui est cette population insulaire d'aujourd'hui. Je prendrais l'exemple tout simplement entre les Indiens d'Inde et les Malbars tamouls ici. En fait, il s'avère que la religion telle qu'elle est pratiquée n'est pas tout à fait la même. C'est une religion qui a acquis ses spécificités ici, au contact et au brassage d'autres cultures. Et ben, de la même façon, les espèces dites endémiques, qui n'existent nulle part ailleurs, elles sont ressemblantes à leurs cousines d'origine, mais elles sont devenues différentes, totalement différentes. Il y a exactement la même, pour moi en tout cas, il y a exactement la même spéciation, entre guillemets, des humains et des plantes ici à La Réunion. Donc on pourrait dire qu'il y a un melting pot de culture, de croyances, de population, et puis il y a aussi un melting pot de biodiversité en termes végétales. Exactement. Cet amour de la forêt que tu as, ça a déterminé ton métier finalement? Oui, en fait, c'est l'amour de La Réunion qui a déterminé mon métier, oui, exactement. En fait, je suis oreille, je suis arrivée en 92 en fait à La Réunion et je suis tombée vraiment amoureuse de La Réunion, de sa fragilité aussi, et j'ai décidé de travailler au conservatoire pour participer à la préservation de ce qui m'a accueillie en fait et m'a laissé une petite place. Du coup, aujourd'hui, tu bosses dans cette forêt et c'est ton petit bonheur, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Et où c'est de Mounou? Mais moi je suis originaire de la plaine des Cafres, au Piton-Hyacinthe exactement. J'ai toute ma famille qui habite au pied du Piton-Hyacinthe. T'es Yab alors? Ouais. Alors Yab, tu sais, c'est une déformation du mot diable, parce que les Blancs des Hauts n'emmenaient pas forcément leurs enfants à l'église et au catéchisme. Et du coup les curés disaient ce sont des petits diables. Et c'est une déformation en fait. Diable, c'est devenu diable et ensuite c'est devenu Yab. Est-ce qu'on peut dire que les premiers hommes arrivés sur La Réunion, il y a un peu plus de 3 siècles et demi, est-ce qu'on peut dire qu'on est exactement dans le même décor? Alors, physionomiquement, oui, je dirais ça a un look semblable à celui qu'auraient vu les premiers hommes arrivés à La Réunion. En revanche, il y a quand même des espèces exotiques envahissantes. Derrière toi, tu en as une, c'est le goyavier, on la connaît bien, qui est très bonne à manger, mais qui peut représenter une menace pour les milieux parce qu'elle prend la place d'une autre espèce en fait. Si les botanistes qualifient le goyavier de peste végétale, il n'en est pas de même pour les nombreux gourmets réunionnais. Ils se précipitent dans les plantations pour cueillir les délicieuses baies acidulées pendant une courte saison de 3 semaines que tout le monde guette sur le calendrier. Une baie qui va être utilisée de nombreuses manières. De la confiture. Je compte à peu près 70% de sucre. C'est trop? 50% de sucre alors. Crème, de la confiture, de la gelée aussi. Manger avec le maroilles, un morceau de pain grillé avec du maroilles dessus, avec de la gelée de goyavier, c'est impeccable. Ce salé sucré là, vous. Non, comme ça, sucre. À la gourmande. Bon, le petit déjeuner, c'est pour 4 heures. Un petit peu plus de sens quoi en fait. À gauche, peut-être à gauche. Toute la Réunion se retrouve ici, seau à la main. On croise même au détour d'un buisson un député réunionnais en pleine cueillette. Ah bah là les faisons.
Ça elle est mûre, ça elle est déjà noire. Et attends, on va monter notre couleur. Regarde la couleur celle-là. On va les deux là. La mirotte celle-là, mais celle-là, mais laisse pour les autres. C'est à la fois une tradition de richesse. Moi, depuis moi, les petits mirottes de goyavier. Hein. Et puis c'est aussi le moment, il vient en pique-nique, il vient en famille. Et tout à l'heure, quand on réchauffe carré, on va tout le monde autour de la marmite en train de manger carré. Et depuis hier, ils sont en train de préparer le bon marmaille. Hein. Et pourtant, 13-17 ans, des fois, on n'a pas envie de marcher avec vous. C'est l'ambiance camarade. Et puis c'est la gourmandise avec. Bon, là, on a deux, trois petits jolis. Là. Bon, ça, hein. Quand au monde vient de goyavier, là, n'a plus de distinction sociale, n'a plus de distinction économique, n'a pas de député, n'a pas d'ouvrier, n'a pas de professeur. Là. Tout le monde c'est créole, il ramasse goyavier. Et tout le monde est dans un espace de communion, là, dans la cueillette. Et puis il y a une bonne ambiance, tout le monde y chante, il cause. Ah oui, oui. Aujourd'hui, on a des endroits où on en a la mosquée, où on en a l'église de l'autre côté, où on en a le temple Tamoul de l'autre côté, où on a chose que les religions, des fois, ils n'aiment pas trop, mais on a plusieurs religions en même temps. Notamment, ça, les Malbars et chrétiens en même temps. Des fois, ils pratiquent un rite malgache, ils font plusieurs rites. Donc, du coup, on a une ouverture, une connaissance des autres cultures qui fait qu'il n'y a pas de repli sur soi. Il y a une ouverture avec les autres. Tout le monde, il mange un cabri massalé, il ne crie pas les Malbars. Il mange un riz cantonais, il ne dit pas les Chinois. Il mange un rougail saucisse, il ne dit pas les créoles. Tout ça, les créoles. Hein? La cuisine, c'est un bon exemple. Qui s'est dit un samoussa, c'est indien aujourd'hui? Personne ne dit un samoussa, il sort en Inde. Samoussa, c'est créole. Hein? On a même oublié où c'est les soirs de les affaires. D'accord? Là, on a parti sur un débat politique, du coup. Là. À la sortie, les goyaviers cueillis sont pesés. 3 € le kilo. Ils vont bientôt mijoter dans la marmite à confiture ou attendre leur heure dans le congélateur. Allez, on dit au revoir les enfants. Contrairement aux goyaviers, arrivés clandestinement à La Réunion, le café a été amené ici dès 1715 par la Compagnie française des Indes orientales. Elle fonde de grands espoirs de profit sur la culture du café dans cette île qui s'appelle encore l'île Bourbon. Voici le Bourbon rond, hein. C'est le café de mes ancêtres, c'est le café qui était produit à l'île Bourbon il y a très longtemps. En fait, ce Bourbon rond n'est ni plus ni moins que le moka d'Éthiopie. Il a été ramené à Bourbon et ce terroir l'a modifié, l'a bonifié et c'est devenu une variété à part entière. Pourquoi Bourbon rond? On peut observer que lorsque la cerise est séchée, décortiquée, le petit grain de café est complètement ovoïde. Il est bien rond. William est guide et conteur né dans le verdoyant cirque de Sillaos. Il est passionné par la botanique et par l'histoire. 2 disciplines indissociables pour comprendre le peuplement de la Réunion. Pour cultiver le café, la Compagnie des Indes va faire venir une importante main-d'œuvre d'esclaves qui vont vivre et travailler dans des conditions terribles. Là, dans cette case en paille, dans cet ajoupa, en 1780, on dort à 45 esclaves à même le sol. On se lève le matin, au son de la cloche, et on va travailler dans la caféière. Moi-même, dans ma famille à moi, il y a 15 ethnies différentes. En fait, si je suis ce que je suis aujourd'hui, 6000 7000 aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, cette traite humaine, elle en est en majeure partie responsable. Elle a réuni chez nous, à Bourbon, à La Réunion, pas moins de 27 ethnies différentes. Ce qui fait notre richesse réunionnaise, c'est cette pluriculturalité. Kaf, Malbar, Chinois, Arabes, Oreilles, Comores, Makwale, Tanzaniens, Kaniki, Yab comme moi. C'est ça la Réunion. Certains esclaves choisissent de s'échapper et de fuir les plantations des propriétaires blancs. Ils encourent la peine de mort s'ils sont attrapés par les chasseurs de primes. Les plantations sont le long de la côte et sur les premiers contreforts des montagnes. Les fuyards vont chercher refuge au cœur de l'île, dans les cirques difficilement accessibles. On les appelle les marrons. Anne-Laure Dijoux est la seule archéologue réunionnaise. Elle a découvert en 2011 un site exceptionnel, la Vallée Secrète, avec les seules ruines connues d'un village de marrons. Depuis, elle parcourt les sentiers les plus escarpés des cirques pour comprendre comment s'organisait la société marron, forte de plusieurs milliers d'individus. On va sur un lieu où on a découvert des squelettes.
en 1983. Donc c'est pas vraiment, pour l'instant, c'est pas un lieu de vie. On va pas qualifier ça de lieu de vie, mais dans les alentours, il y avait des villes. C'est important pour nous, archéologues, de pouvoir entretenir des relations comme ça avec les habitants du coin. Et du coup, quand j'avais fait la mission en 2011 au Piton-Béthune, pour moi, c'était un réel atout de t'avoir dans l'équipe. Oui. Vu que voilà, tu es habitant et certainement ça te permettait de reconnecter avec ton histoire. Ben oui, parce que mes ancêtres sont venus à Sillaos, ils ont travaillé la terre, hein, cette terre hostile. Hein. On essaie de s'approprier quand même quelque chose qui a été dit oralement avec la population. Anne-Laure retourne sur un site partiellement exploré. L'archéologie est une discipline récente à La Réunion. Voilà le fameux abri, Thierry. Oui. On peut donc penser qu'on est en pleine période du marronnage, donc fin 18e, début 19e. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est qu'on a encore un petit fragment d'os, ça me semble être du crâne. Et l'analyse avait déterminé qu'il s'agissait de 2 squelettes humains et de 2 hommes particulièrement. On serait peut-être sur un lieu de sépulture de marrons qui vivaient à l'îlette à cordes. Et comme on sait que les marrons à cette époque-là étaient plus d'origine malgache, on peut peut-être faire le lien avec les rites funéraires de certaines ethnies qui partaient enterrer leurs morts dans la forêt, sous des abris. Donc ça c'est bien connu à Madagascar. Après 1848 et l'abolition de l'esclavage, les marrons se mêlent progressivement à la population réunionnaise. Chacun ici peut donc avoir dans ses veines du sang d'esclaves, d'esclavagistes ou de chasseurs d'esclaves. Le marron est devenu une figure positive de la culture réunionnaise. Aujourd'hui, on a une espèce de réappropriation de cette histoire du marronnage. Le héros marron, l'être qui s'est donc auto-affranchi. Vraiment, ce qui reste pour les Réunionnais, ce qu'on emploie tous les jours, c'est le mot marron en lui-même, qui lui définit tout ce qui est interdit, tout ce qui est fait en mi-soupe, c'est-à-dire en cachette. Le Réunionnais va se conformer à plein de choses dans la vie courante, mais dans son arrière-cour, au sens propre d'ailleurs, comme au sens figuré, il va faire des choses marronnes ou personnelles. Voilà, il va créer des choses sans que la société soit au courant. Bam kalou bam, bam kalou bam, anon, bam kalou bam. Les marrons ne pouvaient pas cultiver de champs, obligés de se déplacer souvent pour éviter les chasseurs d'esclaves. Ils devaient survivre grâce aux ressources de la forêt et se soigner avec les plantes disponibles. Un important savoir d'herboristerie a ainsi été acquis et transmis jusqu'à nos jours. Manger pour le cœur, ça nourrit l'âme. Un petit morceau de Daniel Roireau. T'es déjà où dans le fond, sous bateau longtemps, te laver bande noire, et comme animaux. Mes ancêtres, ils avaient le culte de la tisanerie. Ils se soignaient avec des plantes. Les Malgaches, les Africains, ils avaient cette connaissance. Et on a hérité, grâce à eux, à des connaissances aujourd'hui extraordinaires en matière de tisanerie, de pharmacopée, qui intéressent les plus grands laboratoires. Voici le bois de Jolicoeur. Feu ma grand-mère était une belle femme. Elle faisait des infusions des feuilles de bois de Jolicoeur. Elle se lavait tous les matins le visage. Et elle avait une peau magnifique, une peau de porcelaine. Et aujourd'hui, beaucoup de grands laboratoires européens ont fait des recherches sur cette plante. Et effectivement, il y a là-dedans des molécules très intéressantes pour l'épiderme. Nos ancêtres nous ont inculqué inconsciemment un grand respect vis-à-vis des anciens. Quand un ancien parle, on se tait, on écoute. Il a du vécu, on a beaucoup de choses à apprendre. Comment des ordi, il paraît longtemps, ça boucle comme là. Les marchés réunionnais proposent une grande variété de fruits et légumes, comme par exemple les racines. Manioc et songe sont très utilisés dans la cuisine réunionnaise. C'est celui-là. Et celui-là, c'est quoi? Xavier, le sprinter des montagnes, est venu voir Tiburce, un herboriste, pour trouver des remèdes naturels à ses courbatures. Il y a un paquet là-bas. Prends un petit paquet là-bas. Toujours alors 2, 3, 4.
Ouais. Mélangé. Alors là, pour le diabète, on a comme ça mélangé la grippe, la fièvre, benjoin, cannelle, eucalyptus citronnelle. Moi, par exemple, mes cours en montagne, des fois j'ai mal aux jambes ou pour les muscles. Que ça, il donne pour réparer les muscles. Pâte de poule. Pâte de poule? Ça, c'est pâte de poule. Ça? Et donc ça, je le mets dans une casserole d'eau qui bouille? Qui bouille bas pour les affaires. D'accord. Tiburce a réponse à tout. Il se targue de soigner de nombreuses maladies avec ses plantes. Parfois, ses prescriptions ressemblent plus à celles d'un rebouteux que d'un herboriste, à la frontière de la magie. Le surnaturel n'est jamais loin à La Réunion. Il porte chance et il chasse le malchance. Tout seulement comme ça. Jésus m'a besoin de traite pour donner moi la santé, la lumière, la réussite pour tout et tout. Mais tout ce qui suit va moins du mal, là, moi, laissez-moi en paix. Va-t'en, Satan, fais place au Esprit Saint. Okay. Tout ce qui suit va moins du mal, toi, nous sommes l'histoire. Ça marche quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur. C'est ça. Tout le monde y pense ça. C'est vrai? Malgache, Comore, tout. CAF Malba, tout le monde? Là. Et avec ça, je suis protégé? Oui. Là, nous, moins pour 20 personnes. Xavier est maintenant paré pour sa prochaine course en montagne dans les jours à venir. Après les esclaves, amenés de force depuis les côtes africaines, une autre vague de peuplement au milieu du 19e siècle va enrichir le melting pot réunionnais. 20 décembre 1848 à l'île Bourbon, abolition de l'esclavage. Les esclaves vont goûter définitivement la liberté. Et bien, toutes ces cultures qui demandaient beaucoup de main-d'œuvre, le coton, la vanille, le clou de girofle, la cannelle, ça va s'arrêter comme neige qui fond au soleil. Les colons vont rebondir vers la canne à sucre. Cette canne à sucre, elle était mécanisable. Mais cependant, qui va couper cette canne à sucre? Sûrement pas les esclaves qu'on vient de libérer. Ils ne veulent plus travailler pour leur ancien bourreau, leur ancien propriétaire. Eh bien, les colons vont faire appel à des travailleurs engagés. On appelle ça l'engagisme. C'est comme ça que sont arrivés à Bourbon les hindous, que nous appelons Malba, les Chinois, les Arabes. Ben, on peut dire que l'engagisme a contribué à la diversité ethnique. Il n'y avait pas que la traite humaine. Anne-Laure Dijoux a effectué des fouilles dans un des hauts lieux de l'engagisme. Ces bâtiments, construits au XIXe siècle, constituent un lazaret, un lieu de quarantaine pour les nouveaux arrivants. C'est de nos jours un lieu de mémoire fort. Ce sont les gens qui habitent dans le village à côté qui viennent régulièrement faire des cérémonies en hommage aux ancêtres qui ont disparu dans cet endroit. Là, clairement, c'est une cérémonie malgache, puisqu'on voit les os du bœuf qui a été sacrifié. Là. Le lazaret permettait une protection sanitaire de la colonie, en gardant en observation des travailleurs engagés provenant d'Afrique et des Indes où sévissaient la peste et le choléra. C'est impressionnant cet arbre-là qui pousse. Oui, mais même les bâtiments chargés d'histoire. Ce dortoir a été conçu pour recevoir à peu près 260 personnes par dortoir. Donc ici, l'ensemble de la structure, environ un convoi, entre 400 et 500 personnes. Voilà. Et puis il y avait le drapeau ici pour montrer... Ouais. Le lazaret, effectivement, en temps de quarantaine, est isolé par ce fameux drapeau jaune qui marque l'interdiction d'approcher du territoire. Michèle Marimoutou est historienne. Elle a publié plusieurs livres consacrés au rôle joué par l'engagisme dans le peuplement de l'île. C'est vraiment un vrai enfermement. On s'imagine bien à la place de ces engagés en train d'essayer de dire mais où suis-je et comment je vais sortir de là. Ici, on est dans un vrai sas. Puis aussi, comme sur le bateau, c'est un endroit où les gens sont obligés de vivre ensemble. Oui. Ce sont des gens qui viennent de différentes couches sociales, de différentes castes et qui ont chacune leur particularité et qui sont obligés de cohabiter ici et surtout de parler entre eux. Et je pense que là, c'est vraiment un lieu de créolisation. Une partie du lazaret de la Grande Chaloupe a été aménagée en musée.
c'est un des rares lieux de mémoire pour les Réunionnais. C'est un lieu qui a fonctionné jusqu'à la fin des années 30, 1930. Tous les Réunionnais avaient un ancêtre qui est passé au lazaret ou qui aurait pu passer au lazaret. Et c'est ainsi que cet endroit joue un rôle très important et considéré comme un lieu emblématique du peuplement de la Réunion, un peu comme Ellis Island aux États-Unis. Esclavagisme et engagisme ont contribué à enrichir le creuset dans lequel s'est forgée la diversité ethnique actuelle de la Réunion. Le soleil se lève à peine. Les parkings des hauts de l'île sont déjà pleins. À 2000 mètres, il fait un froid glacial, mais Xavier et ses amis sont prêts à partir à l'assaut du cirque de Mafate. Tu sais, parfois j'ai envie de reprendre la montagne, mais le fait de me lever tôt le matin, c'est ça qui me... J'ai dit, ah non, je ne veux pas. La Réunion, avec ses nombreux sentiers et ses forts dénivelés, est devenue la terre d'élection du trail. C'est un sport nature intense qui consiste à parcourir au pas de course des distances impressionnantes. Le Grand Raid est la course la plus fameuse, avec 170 km et 10 000 mètres de dénivelé. Elle accueille des trailers du monde entier. Les participants, comme Xavier et ses compagnons amateurs, passent 2 voire 3 nuits en montagne à courir. Marcel Puy, coureuse professionnelle, ne met que 30 heures pour parcourir le Grand Raid qu'elle a déjà gagné 5 fois. Moi, j'ai pas de souffrance. Même dans l'entraînement, pour moi, c'est pas une souffrance. C'est vraiment un plaisir d'être dans la montagne. Habiter sur une île comme ça, ne pas courir, je voyais pas quel sport était plus adapté que la course ici, franchement. Avec un paysage comme ça... C'est un régal. Voilà, c'est un régal, quoi. Le bonheur. Aujourd'hui, c'est un entraînement sans chrono. Le groupe prend le temps de s'arrêter pour casser la croûte. Oui, il faut pas en abuser comme tout. Hey. Marcel, Oui. tu veux un petit bout? Oui, bien sûr. Un gâteau patate. Semoule avec sur la cuite. Sur la cuite, sur le canne alors. Manioc au sucre et patate douce. Que local, là, tu vois. C'est miel local, vanille locale et racine locale. Très bon, monsieur. Ravitaillement local, il n'y a pas meilleur. La pause permet d'admirer le cirque de Mafate, un ancien lieu de refuge des esclaves marrons. Quand je suis toute seule, par exemple, je fais des grands entraînements toute seule. Ouais. On dirait que pour moi, il y a une présence. Moi, je dis toujours, c'est mes ancêtres. À chaque fois, ouais. Dans les entraînements. Dans le sens protecteur? Voilà. Mes ancêtres, là, ils sont là et ils veillent sur moi, quoi. Marcel a parmi ses ancêtres des esclaves africains. Et le groupe est à l'image de la Réunion, métissé. On est vraiment mélangés. Chez nous, il y a des adventistes, il y a des catholiques, des Jéhovah. Ma grand-mère est malbar. J'ai un oncle qui est chinois, qui porte un nom chinois. Mes cousins sont des vrais Chinois qui viennent de Chine. C'est un mélange. Je suis chinois, mon père est né en Chine, ma mère est née à La Réunion. C'est vrai, je ne suis pas métissé, mais mes enfants le sont. Donc ça devient de plus en plus. Et dans ma famille, c'est vrai, on commence à être bien métissé maintenant. Moi, je viens de banlieue parisienne à la base. J'habite à La Réunion depuis 10 ans. Autant quand j'étais là-bas, j'avais peur de sortir dans la rue parce qu'on se fait agresser même parce qu'on est blanc, parce qu'on est arabe, parce qu'on est noir. Autant à La Réunion, il n'y a absolument pas ce genre de... Et c'est super appréciable. Voire même, il y a un père catholique ici d'ailleurs qui fait la messe dans Mafate, qui a marché sur le feu. Père Nicaise. Oui, Père Nicaise. Ouais. Il a marché sur le feu. Il a fait son carême dans un temple malbar à Saint-Paul. Il a marché sur le feu. Et bon, même les religions maintenant commencent à fusionner même presque. La Réunion porte bien son nom. Réunion, réunie. La Réunion est une terre de cohabitation harmonieuse entre les descendants des différentes ethnies venues peupler l'île depuis le XVIIe siècle. Malbar, descendant d'hindous, Cafres, africains, Yap, descendant des colons européens ou arabes. Chacun aujourd'hui est dépositaire d'une ou plusieurs cultures, d'une ou plusieurs religions.
les temples fleurissent à côté des mosquées et des églises. Après avoir parcouru le monde, c'est cette diversité culturelle qui a poussé Fabienne Jonca à poser ses valises et son ordinateur à La Réunion. Auteure, elle vient de publier un livre pour enfants sur la diversité culturelle réunionnaise. À mes parents qui m'ont appris la tolérance, à La Réunion qui m'a permis de la cultiver, à mes enfants de cœur pour qu'ils la perpétuent. Je pense que j'aurais jamais écrit ce livre si j'avais pas vécu à La Réunion. Parce que moi j'ai été élevé dans un milieu et dans un endroit en Catalogne où, comme je dis aux enfants, et ça les surprend toujours, on était tous blancs et catholiques. Et puis je rêvais d'un endroit où on serait un peu de toutes les couleurs, où on viendrait, où on aurait des cultures différentes et on pourrait s'apporter des choses. Et finalement, ce monde dont je rêvais enfant quand j'étais dans ma campagne, il était là, c'était la Réunion. Voilà, et donc là je raconte l'histoire et j'attaque l'histoire de cet enfant qui vit à l'île de la Réunion et qui dit on est moins d'1 million d'habitants, mais il y a plus d'une vingtaine de croyances et religions. Et en fait, il est invité à chaque fois à une fête. Parce que c'est souvent ce qui nous réunit à La Réunion. Et ça, c'est assez unique. Parce que ça c'est une fête à laquelle je participe chaque année chez des amis hindous. Et on s'invite les uns les autres pour les différentes fêtes. Et je me dis qu'on est vraiment un exemple exportable, à mon sens. Mais il faut qu'on en ait vraiment conscience et qu'on le cultive. Parce qu'on a ce vivre ensemble, mais ce qui est important, c'est de le cultiver. C'est pas une espèce de don comme ça. Et c'est pour ça que j'ai plaisir depuis quelques années à aller dans les écoles, à aller vers les enfants. Je les aide à être fiers de ce qu'ils sont, fiers de ce qu'on a. Certes, on est divers, voilà d'où on vient, mais regardez, on est arrivé à mélanger tout ça. On est arrivé à créoliser, à créer une culture singulière. Et ça, c'est assez extraordinaire. Fabienne a déjà écrit plusieurs livres destinés aux enfants. Ils sont utilisés comme support pédagogique dans les écoles réunionnaises. À la Chaloupe Saint-Leu, sur les hauts de l'île, Joëlle est maîtresse d'école. Dans sa classe aux ethnies multiples, elle se sert du livre de Fabienne pour aider les enfants à mieux connaître leur religion et celle de leurs camarades. Est-ce que ça ressemble à notre classe ici? Hein? Est-ce qu'il y a des gens comme ça, ici dans notre classe? Ouais, il y a qui? Qui ça? Il y a Maëlys, qui encore? Brandon. Est-ce qu'il y en a des comme ça dans notre classe, là? Oui. Marc-Antoine, ce serait le CAF Malbar de la classe? C'est ça? Et comme ça? Il y en a des comme ça? Mathéo? Ouais. Oui, Raël. Alors, juste pour préciser, donc on a dit que la plupart d'entre vous, vous étiez quoi? Catholiques, chrétiens. Et, mais il y en a certains qui pratiquent aussi une autre religion. Par exemple, toi, Serena, donc toi, tu disais quoi? Tu racontais quoi, toi? En fait, moi, je suis chrétienne et en même temps malbar. D'accord. Et je vais à la messe et au temple. D'accord. En fait, quand je rentre à l'église, il y a une espèce d'eau et je dois faire le signe de la croix. Et au temple, mon papa dit que ça, je dois enlever mes savates, un truc comme ça. Et toi, tu te sens comment, toi? Si tu disais, toi, si je te demande de quelle religion tu es quoi, toi, alors? Un peu des deux, mais un peu des deux. Le catholicisme et l'hindouisme cohabitent ainsi dans une même famille, voire une même personne, qui va pratiquer ces deux religions. L'école républicaine joue ici un rôle de ciment en stimulant la pratique du bien vivre ensemble grâce à des cours et des ateliers pédagogiques. Au collège Terrain Fayard, Patrick Singani, professeur d'art plastique, a proposé à ses élèves d'afficher sur les murs du collège des selfies géants. Les élèves y expriment le respect qu'ils ont pour leurs copains au sein du melting pot réunionnais. Je suis sûre par exemple que Dimitri n'est pas de la même religion que moi, par exemple. Mais pourtant, on parle bien ensemble. Voilà. Je suis blanc et je m'entends bien avec tous ceux qui sont là-bas, même s'ils ne sont pas la même couleur de peau que moi. Et je pratique aucune religion et pareil, je m'entends bien avec tous ceux qui sont autour de moi. Pareil, je suis blanc et lui c'est mon meilleur ami depuis 6e. Et je m'entends bien avec lui. Moi, je suis considérée comme un télo de la classe. Je suis hindou. Je suis athée
J'ai des origines, des origines métropolitaines et je suis né à La Réunion. Moi, je suis chrétien et j'aime le tennis. Et je joue au football comparé aux autres. Finalement, pour ces jeunes vivant au quotidien dans un monde bigarré, la pratique sportive devient un identifiant aussi important que la pratique religieuse. Cette harmonie réunionnaise est le fruit du respect et de la tolérance qui règne entre les diverses communautés. Ici, à Saint-Denis, la communauté musulmane est intégrée au paysage depuis longtemps. La mosquée, construite en 1905, est en effet la plus ancienne de France. À quelques mètres de la mosquée, une école prône un enseignement qui doit aider à la réussite dans les deux mondes. Elle héberge dans le même lieu à la fois un enseignement laïque et spirituel avec des cours de Coran dans la madrasa. L'enseignement de la tolérance reste une priorité, quelle que soit la matière enseignée, comme ici, des cours autour du Ramadan. Donc on sort ses affaires, comme d'habitude, votre classeur, de quoi écrire, et surtout votre attention. Alors il y a peut-être des élèves qui ont fait le jeûne aujourd'hui. Il y a qui a jeûné aujourd'hui? Tout le monde? Masha'Allah. C'est très bien. C'est pas trop difficile? Non, ça va? Alors, qui parmi vous a offert au moins une date ou un verre d'eau à quelqu'un depuis le début de Ramadan? Masha'Allah. Donc, il y en a qui ne l'ont pas encore fait. Donc, qu'est-ce qu'il faudra essayer ce soir même ou dans les autres soirs? C'est simple. Quand vous vous asseyez pour rompre le jeûne, qu'est-ce que vous faites? La date que vous avez prise pour vous, vous donnez à votre frère, ou à votre soeur, ou à votre maman. Parce que ce sera considéré comme j'ai partagé quelque chose, même si c'est avec maman. Et vous devez, ça fait partie de votre emploi du temps, le mois de Ramadan, tous les jours, est-ce que j'ai donné quelque chose à quelqu'un? Mais est-ce que je peux offrir des dates aux non-musulmans dans la rue? Ils n'ont pas fait carême. Le partage, ce n'est pas seulement entre nous musulmans. Le partage, c'est avec tout le monde. Ça, c'est important. Ça fait partie de l'esprit du musulman, qu'il doit se soucier de tout le monde. On va essayer de faire ça, Inch'Allah? Inch'Allah. La fin de la journée est souvent tournée vers la spiritualité, comme pour ces musulmans d'origine hindoue qui se réunissent avant la rupture du jeûne du Ramadan. À quelques mètres de là, dans le bâtiment mitoyen, c'est le yoga qui vient apaiser les âmes. Les litanies et les religions se mélangent et paraissent même porter les participants, comme Fabienne Jonca, venue se ressourcer après une journée d'écriture. C'est rare de rencontrer des gens qui n'ont pas une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit. On en rencontre, bien sûr, mais je trouve que, je sais pas, il y a une espèce de convergence ici. Ouais. Et même s'ils ne pratiquent pas, en fait, ils sont là avec ça, quoi. Ça les porte, mais sans qu'il y ait forcément une pratique. Enfin, moi, j'y suis vraiment restée pour le côté humain, quoi. Enfin, toi aussi, ça fait combien d'années, toi? Moi, ça fait 26 ans. Et ouais, puis, mais pareil, 91 voilà, ans, on est arrivé 90, 91 ans. Voilà, c'est ma maison, quoi, en fait. Je me sens bien ici, quoi. Je me sens accueillie, voilà, c'est une histoire d'amour. Ouais, complètement.
Les fidèles musulmans vont rompre le jeûne du Ramadan. Mais d'autres Réunionnais, les Malbars, se réunissent pour commencer ce soir une des fêtes les plus importantes de l'hindouisme réunionnais. Cette nuit, devant la chapelle La Misère, un temple hindouiste, les futurs pénitents vont prononcer un vœu important. Dès lors que le bracelet de tissu est attaché à leur poignet, ils s'engagent à respecter un long carême, à l'issue duquel ils pourront accomplir un rituel périlleux, marcher sur un tapis de braise. Daniel Waro, un des plus grands musiciens réunionnais, se prépare lui aussi pour la marche sur le feu. Il va adopter un régime végétarien et se consacrer à la prière pendant les 15 prochains jours. Comme lui, de nombreux Réunionnais nés catholiques choisissent de pratiquer le rituel de la marche sur le feu. Ce midi, l'ambiance est beaucoup plus calme à la chapelle La Misère après les vœux prononcés cette nuit par les pénitents. La chapelle La Misère est un des nombreux temples associatifs réunionnais. Elle s'est construite et agrandie au cours des 40 dernières années et abrite un large éventail de divinités. Alors qu'en Inde, chaque temple est consacré à une seule divinité, ici, à La Réunion, les divinités cohabitent les unes avec les autres. Certaines n'existent qu'ici, oubliées ou inconnues en Inde. D'autres rappellent des symboles chrétiens. On y trouve même des ex-photos, des plaques de remerciement plus courantes dans les églises. Daniel Waro et toute la communauté préparent le temple pour la cérémonie de ce soir. Le père Nicaise, prêtre catholique, vient contempler une des nombreuses facettes de la riche culture réunionnaise. Quand je viens ici, je viens rien chercher. Je viens partager une sorte de communion spirituelle, même si c'est pas le mien, même si c'est pas ma religion, c'est pas ma doctrine. Ça dit quelque chose de la spiritualité de l'humanité. On est un peu dans cette image de cette humanité capable de se réconcilier et de faire communion. On est dans la religion malbar au sens d'un hindouisme créole. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la survivance d'une tradition de la fin du 19e siècle, du milieu rural en Inde. C'est devenu autre chose. C'est devenu, on pourrait dire, une religion réunionnaise. C'est-à-dire une manière de se rapporter au divin en étant créole. Est-ce qu'il a fait causer un petit peu l'ami Daniel? Ôtez le cave blanc, qu'est-ce que vous faites là? Il se manquait, mais quand on était petit, dans mes oreilles, le coulait à Flair, le coulait à Malbar, comme il dit, le coulait à Chapelle, le coulait à Dlens, le coulait à la route dans mon yeux, la route dans mon cœur par mon yeux. Et le catholique, ça lui devient là-dedans? Le catholique est d'abord obligé. La spiritualité, il ne connaît pas à ce moment-là, mais en tout cas, il avait un enseignement. Donc, il ne m'est pas indifférent le chanter, il aime la musique, il aime la chanson. Les identités religieuses ne sont pas figées et de nombreux Réunionnais piochent dans plusieurs religions en fonction de leur vécu et de leurs besoins. Chacun respecte la spiritualité de l'autre. Seul compte le partage de cette aspiration universelle vers le divin. Et la chapelle de la misère, c'est une des incarnations de cet esprit créole, j'ai envie de dire. Ça commence avec rien, mais il y a une détermination, il y a des combattants, et puis, petit bout par petit bout, eh bien, on va consolider la place. Et aujourd'hui, ça donne un édifice religieux qui a pignon sur rue. Les Malbars enrichissent leur temple en permanence. Certains vont même jusqu'à construire un temple dans leur jardin, comme Shiva,
et son temple consacré à Shiva. Shiva est membre d'un autre temple communautaire. Pour lui, l'épreuve de la marche sur le feu approche et c'est vers ses ancêtres qu'il se tourne. Donc c'est eux qui nous donnent la force, avant tout, pour qu'on puisse arriver au jour J, pour qu'ils nous donnent leur bénédiction avant tout, pour qu'on puisse braver ce feu. Lorsqu'il arrive chez lui, son premier geste est d'alimenter la lampe à huile qui brûle devant l'autel consacré à ses ancêtres. Le culte aux ancêtres est une pratique commune à de nombreux Réunionnais, qu'ils soient hindouistes ou chrétiens. On remercie ceux qui ont donné la vie avant les divinités qui vont veiller sur la vie quotidienne. C'est spécifique dans la religion. En Inde, on le fait, mais on le fait très rarement. La soirée de prière commence au temple de Saint-Benoît, dont Shiva est un membre actif. Le rituel est surprenant. Des scènes du Mahabharata, le grand livre hindou, sont jouées par les membres de la communauté. C'est un moment de décontraction bienvenue dans un rituel long et intense qui prépare les pénitents à affronter l'épreuve de la marche sur le feu. La tension monte. C'est l'heure du grand combat final entre les forces du bien et du mal, le thème central du Mahabharata. Mais ici aussi, la tradition hindoue est réinterprétée. L'histoire de la Réunion et l'esclavagisme s'immiscent entre les lignes du grand livre hindou. Finalement, les forces du bien triomphent et il faut en remercier les dieux avec des sacrifices rituels, une pratique qui n'existe que dans l'hindouisme réunionnais. Les poulets et chèvres sacrifiés seront ensuite servis lors d'un grand banquet après la marche sur le feu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب. La communauté musulmane est également en pleine période de célébration. C'est le Ramadan. Et chacun prépare le repas de rupture du jeûne. La communauté musulmane elle-même est très métissée. Maghrébins, Arabes, Soudanais, Gujarati, venus du nord de l'Inde ou Mahorais de Mayotte et des Comores. Mais tout le monde rompt le jeûne d'un même élan dès le signal du muezzin. Le traditionnel repas de rupture du jeûne se partage à la mosquée. Les différentes autorités administratives et religieuses viennent déguster les délicieuses pâtisseries, mais aussi célébrer les valeurs de tolérance et de respect mutuel propres à l'île. C'est la Réunion. On se sentit que c'était une île déserte, il n'y a pas d'antériorité. Et puis le peuplement de la Réunion est venu de tous les coins du monde. Et nous sommes dans l'océan Indien. Et on a appris à vivre ensemble. Et chacun avait son fond religieux. Et un ami qui me disait il faut faire connaître ce qui a été réussi à La Réunion et qu'on ne réussit pas ailleurs. La mayonnaise réussie de La Réunion tient en bonne partie à son histoire.
Mais alors qu'ailleurs, on a plutôt tendance à stigmatiser les différences, les Réunionnais semblent se chercher des ressemblances, des terrains communs, quitte à partager des symboles forts. Fabienne, toujours curieuse d'en apprendre plus sur les multiples rites religieux de l'île, rejoint le père Nicaise. Il va l'éclairer sur Saint-Expédite, un saint très populaire ici, dont les nombreuses chapelles bordent les routes réunionnaises. Je pense quand même que c'est un lieu ancien de culte à Saint-Expédie. Il y a dû y avoir successivement des constructions. Et on a peut-être commencé tout simplement par mettre des statues dans le rocher. Là, apparemment, il y a des morceaux de statues. Est-ce que c'est des morceaux de Saint-Expédite? Et il y en a un autre plus gros là-bas. Il ne faut pas oublier qu'on vient lui demander quelque chose. Donc on est dans un système de promesses, mais qui engage les deux parties. D'accord. Au sens où si Saint-Expédie réalise mon vœu, moi je me suis engagé à lui rapporter des fleurs, des bougies, etc. D'accord. Okay. Par contre, si il n'a pas fait son boulot, je lui coupe la tête. D'accord. Ou je retourne la statue. Mais normalement, Saint-Expédie, c'est un protecteur qu'on met à l'extérieur. D'accord. Et entre autres parce qu'il repousse. Une espèce de gardien. Ok. Mais enfin, ça n'empêche pas forcément d'être cambriolé. Hein. Mon bureau en avait un, il a été cambriolé quand même. Bon. Et là, tous les petits tissus rouges et tout, ça, c'est vrai que ça fait plus Malbar, quoi. Là, c'est évident que ceux qui ont déposé ces tissus ont un lien avec une pratique Malbar. Et la couleur rouge, on la retrouve partout, dans les anthuriums, dans les bouquets, dans les tissus. Elle est d'abord sur Saint-Expédite lui-même. C'est la couleur de sa tunique, de la tunique des centurions romains de l'époque. D'accord. Et je pense que c'est cette couleur rouge qui a permis de le créoliser, d'en faire un bon Dieu créole. D'accord. Parce que le rouge, c'est la part commune à toutes les pratiques religieuses à La Réunion. Le rouge, c'est la couleur, le sang, du sang, c'est le sang des martyrs. Dans les pratiques Malbar, c'est la couleur de Karali et c'est aussi le sang. Autrement dit, on s'aperçoit qu'il y a cette part commune, il y a cet alphabet commun. Grâce à ce terreau commun, les religions peuvent s'exprimer dans l'espace public, avec comme conséquence une spiritualité présente dans la vie de tous les jours. D'une certaine manière, on ne peut pas parler de monde profane à La Réunion. C'est-à-dire qu'en permanence, on vit dans la conscience que d'autres sont avec nous. En premier, nos aïeux, nos défunts. Bien sûr, ouais. Et un certain nombre de catégories d'esprit, des meilleurs aux moins bons, les saints, la Vierge. Et finalement, c'est avec eux qu'on gère en permanence notre vie quotidienne. Différentes communautés se sont réappropriées Saint-Expédite. Et ces nombreuses chapelles leur permettent de célébrer un culte au quotidien. Avant un examen ou un rendez-vous, de nombreux Réunionnais viennent demander un petit coup de pouce à Saint-Expédite. C'est ce soir que les pénitents vont enfin marcher sur le feu à l'issue de leur longue préparation spirituelle. En pleine rue, la communauté Malbar défile pour encourager les siens. Les défilés et processions font partie de la vie quotidienne des Réunionnais.
Des troncs, des souches, des branches, 30 tonnes de bois servent à confectionner le tapis de braise que les pénitents vont bientôt affronter. Les membres du temple cassent le feu. Ils tamisent les braises dans une chaleur brutale. Le tapis doit être bien homogène pour éviter que les pénitents ne s'enfoncent dans les braises. On va montrer sa foi et on va faire preuve de courage. Hein. Là, on est face à soi-même. Hein. Donc, du coup, tu y vas ou tu y vas pas. Et après, ben, c'est la foi qui gagne et on y va. Donc, c'est plus une épreuve psychologique pour les pénitents. Parce que vous savez bien que le feu, ça brûle. Hein. Donc, demain, c'est lundi. Ils voudraient bien rentrer chez eux sans avoir d'égratignure. Hein. Les pénitents vont prouver leur courage devant toute la communauté réunie autour du brasier pour partager ce moment exceptionnel. Manuel, le prêtre du temple, marche le premier sur les braises, presque tranquillement. Le parcours s'achève par un bassin de lait pour calmer les brûlures et une prière à la divinité pour la remercier d'avoir reçu la force de triompher de l'épreuve. Manuel est maintenant sûr de son tapis de braise. Shiva passe avec son jeune fils dans les bras. Le rituel va renforcer les liens familiaux et contribuer à la transmission de la tradition malbar réunionnaise à la nouvelle génération. Maintenant, tous les pénitents passent plusieurs fois dans un incroyable ballet. Toute la communauté va gagner en force pour affronter l'année à venir. Manuel, le prêtre, est porté en triomphe. Il a su guider les pénitents afin qu'ils surmontent l'épreuve. Des braises d'hier, il ne reste plus que de la cendre froide. Le feu est maintenant sous les marmites. Les animaux sacrifiés sont servis en kari lors d'un banquet qui marque la fin du carême. Manuel le prêtre et Shiva vont pouvoir interrompre leur régime strictement végétarien. C'est tous les pénitents. Il y a le voisinage, les amis, il y a tout le monde, tout le quartier. C'est le partage en fin de compte. On casse le carême et il y a même des gens qui ne sont pas invités, qui viennent, ils sont accueillis comme tout le monde. C'est le partage. Quelle que soit sa nationalité, son ethnie, il est bienvenu à table dans les cérémonies.
L'hindouisme réunionnais a développé ses propres pratiques et on a abandonné d'autres, pourtant encore en vigueur en Inde, comme le système des castes, intouchable ou brahman, n'existe pas ici. À La Réunion, le mot réunion, c'est on réunit. On a réuni tout à tous les niveaux. Tout le monde s'entend avec tout le monde. Tout le monde est accepté partout. Le système des castes a disparu dans le grand brassage culturel, la créolisation. De ce brassage est née l'identité réunionnaise, complexe, aux multiples visages. S'il est une pratique qui fédère tous les Réunionnais, c'est bien le pique-nique. C'est un véritable sport national pris très au sérieux qui demande anticipation et organisation. Les pique-niqueurs arrivent très tôt le dimanche matin, affublés d'un attirail complet et choisissent soigneusement leur emplacement. Eh ben, moi, j'ai des enfants qui disaient toujours la priorité des parents, c'était savoir où on allait pique-niquer le dimanche. Et bien voilà, on se retrouve avec des amis là pour fêter nos 50 ans de mariage. Parce qu'on va mettre un petit peu de musique après et on va... On va mettre peut-être une autre corde, non? Non, mais la corde a lâché, donc il faut mettre une autre corde peut-être. Le code réunionnais veut que l'on s'installe sous une bâche bleue, pour y protéger sa famille du soleil ou des courtes pluies. Mais tendre la bâche s'avère sportif. Alors, dans les marmites, chez nous, nous avons carré poulet, pays. Petit gaillard, hein, pays. Pas de l'eau alors, pays. Gâteau patate, gâteau manioc, tisson, chocolat, citron. Miam, miam, mais qu'est-ce que c'est bon! Cuisine réunionnaise! Connu dans le monde entier maintenant. Voilà. C'est le pique-nique de partage, tout le monde goûte. Voilà. Piquant par-ci par-là. Le moment de vivre ensemble, la musique, voilà. Le soleil, le beau temps, la mer. Quoi de mieux? La Réunion, c'est un peuple bien soudé et avec une société, toute religion, toute communauté, on est rassemblés avec. Et c'est une chose extraordinaire qu'il n'y a pas nulle part ailleurs. Pourquoi on nous appelle Réunion? Réunion. Donc c'est multiculturel après je dis. Hein. Donc après je pense que c'est dans nos racines aussi. La Réunion est un petit pays, il est dans la mer, du conquête, les pleins fleurs. Ah, 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 ah. Indiens, Africains, Chinois, Européens, le métissage ici semble explorer toutes les combinaisons possibles, dont certaines sont particulièrement réussies sur le plan esthétique. La Réunion est probablement le territoire français qui propose le plus grand nombre de concours de Miss. Pas moins de 70 concours ont lieu chaque année, dont Miss Dragon, Miss Chouchou, Miss Goyavier. Naïma se prépare pour l'un d'entre eux sous le regard avisé de sa mère qui a déjà été élue Miss Maman. Eh ben, elle a eu la couleur de son papa. C'est particulier sur le ventre. Par rapport à mes sœurs, je suis très foncée. Ouais, tes sœurs, elles sont plus blanches que toi. Plus blanches, oui. Ouais.
Naïma vient d'avoir 19 ans et c'est la deuxième fois qu'elle se présente au concours le plus prestigieux de l'île, Miss Réunion. Azwima Issa, Miss Réunion en titre, participe à la sélection de celles qui vont la détrôner. Sa couronne est très convoitée et plusieurs Miss Réunion sont déjà devenues Miss France. À La Réunion, on a la chance parce qu'on a vraiment un métissage très présent. Et je pense que c'est un atout. C'est un atout pour les concours internationaux, même nationaux. C'est peut-être pour ça qu'on a un petit peu plus de facilité à La Réunion. Donc je pense que les filles, elles sont contentes de montrer ça et de mettre leur métissage en avant. Les jeunes filles ici représentent bien le métissage réunionnais. Leur visage créole nous raconte l'histoire mouvementée de la Réunion. La créolisation s'exprime aussi, bien sûr, à travers la langue. Le créole réunionnais est riche d'influences multiples. Même la langue des signes s'est créolisée pour devenir une langue imagée qui reflète le mode de vie des Réunionnais. Oui, bien sûr, il y a une grande différence, langue des signes française et langue des signes créole. Donc, exemple, la LSF, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, exemple. Hein. Bon, c'est clair, mais l'image en créole, c'est beaucoup plus vivant. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vous avez pu vous apercevoir que les signes sont différents. Vendredi, ce signe qui veut dire on ne mange pas de viande, on mange du poisson. Hein? Parce que c'est le vendredi, le vendredi, on ne doit pas manger de viande. Samedi, parce qu'on doit se laver, on doit être propre. Hein? Donc à la maison, bon, tout le monde fait sa toilette. Dimanche, c'est la messe, donc le signe de la croix, la messe, très important. Voilà, avant c'était comme ça. Si l'église, le temple ou la mosquée restent des lieux importants dans la vie quotidienne, la boutique créole est un haut lieu de la vie sociale, où l'on peut apprécier la vivacité de la langue créole. Madame veut pas boire? Lolita Tergemina et Jean-Laurent Faubourg sont tous deux des comédiens et metteurs en scène très connus à La Réunion. Ils fréquentent les boutiques créoles pour y chercher inspiration, énergie et détente. Moi, je suis en repérage, moi, pour minute. Ouais, viens votre pari, hein, mais tu dis la merde, moi, minute. Ah ouais, après là, moi, je pas de podium là-bas, mais gagne mon argent. La boutique est un ring où l'on s'affronte à coups de moucatage. On se moque. Moucater, ça veut dire se moquer, taquiner, charrier l'autre, etc. Mais disons, Festival de Cannes, rien que ça. Rien que ça, alors. Moi, j'y mets pas tapis rouge, mais tapis B. Recevoir quelqu'un par un moucatage, c'est... C'est un signe de bienveillance et de bienvenue. Voilà. Quand on rentre pour chanter la chanson, normalement, c'est le principe. Jeune fille, waouh. Il n'est pas bien vu, il y a la fois trop la lumière, il rentre dedans. Ah ouais, ça me tabac. Ah voilà, madame, c'est comment tu allais, au vieux gramme. Oui, ça touche des sujets parfois qui peuvent être très difficiles à aborder, la religion, etc. Mais là, on sent bien que, voilà, là, le malbar, les oreilles, le caf, tout le monde est mélangé et on discute de tout et il n'y a pas de problème, quoi. Pas de problème. Ça, c'est une vraie richesse, quelque part. Tu n'as rien qu'à où, à l'église, là? Oui, l'église, chapelle, quand ils nous donnent manger gratuit, Ah, vous savez la chapelle aussi, alors, la chapelle Malbar? Pas c'est de manger. Mais non, mais à où c'est bonne bougna des religions, alors, Malbar et chrétien en même temps? Non, ça a découvert, hein. Par exemple, ça les guérisons, si vous avez besoin de petites guérisons, ça là-bas. Et si vous avez besoin de quelqu'un, ça va être notre religion pour quelqu'un. On sent qu'ils tchatchent, qu'ils ont une capacité, ces gens-là, et je crois que c'est la Réunion comme ça, à se moquer de leur propre... c'est de l'autodérision, en fait. Regarde, ça fait les abdos. Les gars, il y a 3-4 numéros. Et ça, je trouve que ça donne une espèce de... Ça donne la vie de la Réunion, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire, on n'est pas là en train de se plaindre à chaque fois, on prend ce qu'il y a à prendre et puis, on vit les choses comme elles sont.
Mais que là, il est là, l'heure de Mouni à manger, non? Mais à cause de tu manges pas, Zol. Non, mais cette femme, vous êtes café qu'ils ont mangé. Encore, comment vous dire là, ça veut dire oh là, Ça me conforte un peu plus dans le fait qu'on a encore besoin à La Réunion de s'exprimer en créole et du coup de travailler sur des textes en créole, passant par la traduction, passant par des créations complètement en créole, parce qu'on sent bien que c'est le noyau, c'est le ciment de communication de cette île, quoi. Pas le rhum, hein. Pas le rhum, le rhum. Le rhum 2016. Elle y arrive en finale. Elle y gagne en finale, là. Il a de la coupe de rhum. La langue et l'humour créole, grâce à leur souplesse, ont trouvé un terrain d'expression privilégié sur le web. Le Letchi, du fond de sa chambre, envoie sur la toile des chroniques piquantes sur la société réunionnaise. Ces vidéos dépassent souvent les 100 000 vues et taquinent l'identité réunionnaise. Alors, comme tu vois, les 9 bandes symbolisent les 9 provinces historiques de Bretagne. Et sinon, à La Réunion, vous avez aussi un drapeau officiel? En fait, le drapeau officiel de La Réunion, c'est ça. Ah ouais, moi en fait, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus tropical en fait. Si vous voulez, on peut rajouter un petit coco dessus. Hein. Ce que j'essaie de faire, c'est trouver des thématiques, les thèmes qui regroupent les Réunionnais, qui ne les divisent pas en communautés ou par rapport à leur religion ou leur couleur de peau. Trouver ce qui nous rattache, ce qui nous relie, ce qui fait que nous sommes Réunionnais. Comme tout territoire digne de ce nom, La Réunion possède un drapeau officiel. Si, là, le bleu, c'est la mer, hein, forcément. Le blanc, c'est la neige, parce que le piton des neiges. Et le rouge, c'est la couleur du rogaille tomate. Ouais, le problème, c'est que c'est le même drapeau que partout en France. Au travers des vidéos, j'ai pu voir les thématiques qui ont le plus marché, qui selon moi sont les thématiques qui doivent réunir le plus les Réunionnais. Le créole réunionnais déjà, qui est le ciment de la société ici. Qu'importe l'endroit où on est, on essaie tous de parler créole, même si c'est pas exactement le même. Pour certains, il est préférable de réserver le créole dans le cercle restreint de la famille. Mais même là, il y a des différences entre le créole des différentes générations. Sinon, Pépé, comment elle est? Mais t'es malade, mon enfant. Mais sort de faire une photo mon pied de coude dans la salle d'attente. Là, un femme en voix de famille à côté de moi, t'es prends toute la place. Maman, on peut traduire. Moi, quand ça Pépé vient de dire, m'a pas compris rien. Mais ça prouve en fait notre diversité aussi. Sur un petit territoire, avoir une langue qui est aussi diverse, je trouve ça assez amusant aussi. En effet, l'origine des mots montre le métissage qu'il y a sur l'île et les différentes vagues d'immigration qui a lieu. Sur une base française, le créole possède plusieurs mots venant du gallo ou du normand. Les esclaves malgaches ont rajouté des mots, les engagés indiens en ont rajouté d'autres, et le créole réunionnais possède même des mots venant de l'indo-portugais. Hein? Le Letchi trouve une matière première riche dans cette société multiculturelle en perpétuelle évolution. Il y puise une vaste galerie de personnages cocasses. Son succès montre que les Réunionnais s'interrogent sur leur identité complexe. Et vous, finalement, qu'est-ce qui fait de vous de mauvais Réunionnais? En cette belle fin de journée, des centaines d'élèves des écoles de l'île vont vivre un moment fort, auquel ils se préparent depuis plusieurs mois. Ils vont interpréter les chansons des 2 chanteurs de Maloya les plus connus de l'île, Zam-Marie Barré et Daniel Waro. Les 2 artistes vont également se joindre à la chorale pour leur plus grand plaisir. Aujourd'hui, on est encore plus content. L'école, l'institution, la loi, en gros, ils acceptent, est d'accord pour faire rentrer un morceau La Réunion, morceau en créole, morceau dans notre langue, morceau de notre musique, dans l'école, directement avec Mahamay. Et ça, c'est pas rien, c'est une révolution, en fin de compte. Parce que, tranquille, mais t'es pas toujours tranquille avant, parce qu'avant, t'es pas autorisé. Dodo, mon baba, dodo.
En effet, le Maloya n'avait pas droit de cité dans la vie culturelle jusqu'en 1976. À l'origine, chant des esclaves, il avait aussi une forte dimension sacrée, incantatoire. Ensuite, toutes les ethnies réunionnaises se sont réappropriées le Maloya en y ajoutant leurs griffes. Cette sorte de blues créole nous parle des joies et des peines liées à la riche identité réunionnaise. Nous, on n'est pas une sous-culture, on est en train de construire une autre culture, on est en train de construire une humanité un peu particulière. La Réunion, ça va loin dans son mélange. Ça va loin, c'est-à-dire que ce n'est pas une communauté à côté d'une autre communauté, c'est toutes les communautés dans chaque monde. C'est ça la différence dans le métissage. C'est un laboratoire en même temps, un laboratoire. Et ça, il nourrit l'humanité entière, ça, il nourrit l'universalité. Nous encourage les autres à être tranquilles dans notre mélange, être tranquilles dans notre chemin. C'est ça, à midi, moi. Si la Réunion, il gagne, présente comme un, pas pour un modèle pour copier, mais un modèle comme de quoi les possibles mélanges. Et quand maman, il chante avec les yeux, il rit, il danse, le Maloya, ben, c'est un bonheur. Un bonheur pour longtemps, pour l'éternité. Ce soir, c'est une vraie victoire pour Daniel Waro. Grâce à ses chants, les jeunes Réunionnais se réapproprient leur culture et seront plus forts pour s'ouvrir au monde extérieur, au-delà de l'océan, un monde qui devient créole. Merci.